Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, comment surmonter les dommages causés par le conflit à Gaza. L'été dernier, c'est surtout la région sud d'Israël qui a subi de plein fouet le ralentissement de l'activité. À Ashkelon, la municipalité ne ménage pas ses efforts pour tenter de relancer l'industrie du tourisme. Reportage dans un instant. Et puis le grand rendez-vous électoral au Royaume-Uni, ce sera jeudi prochain. Conservateurs et travaillistes toujours dans un mouchoir de poche dans les sondages. Coup de projecteur sur la face sombre de l'économie britannique. Il n'y a pas que le PIB qui augmente, le recours à l'aide alimentaire a explosé en 5 ans. Le point avec un reportage tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Tour du monde avant tout cela de l'essentiel de l'actu éco. Et à la une, bien sûr, le Rafale une fois de plus. Dassault, son fabricant, commencerait-il à crouler sous les commandes? 24 exemplaires de l'avion de combat vont être acquis par le Qatar avec une option sur 12 autres. 6,3 milliards d'euros pour la facture. Livraison prévue dans 2 ans et signature lundi prochain. Le contrat porte aussi sur la formation d'une trentaine de pilotes et d'une centaine de mécaniciens. Un accord conclu hier d'après l'Elysée suite à un entretien entre l'émir du Qatar et François Hollande. Les négociations duraient depuis 1 an. C'est la 3e vente à l'export pour le Rafale en 2 mois et demi après l'Inde et l'Égypte. Si j'ajoute l'ensemble de ces appareils, 24, 36, 24, des options, c'est presque 100 Rafales qui vont pouvoir être livrés dans les prochaines années aux pays qui nous ont fait confiance. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de retombées pour les régions concernées. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qui confirme aussi la reprise de l'économie française. En bref, en Europe toujours, c'était l'une des promesses du parti Syriza. Le Parlement grec a voté hier le rétablissement de la radio-télévision publique ERT. Sa fermeture, il y a 2 ans, en avait fait l'un des symboles de l'austérité. 1500 employés seront ainsi réintégrés, mais l'ancienne majorité de droite est en colère. Apprenez à gouverner correctement. Ne nous envoyez pas au naufrage. Puisque vous êtes si préoccupés par les employés de l'ERT, laissez-moi vous dire qu'il y a des milliers d'employés du secteur privé qui chaque jour perdent leur emploi, alors que le gouvernement négocie et qu'il n'y a pas d'argent qui circule sur le marché. Voilà, l'agence de notation Moody's vient d'abaisser la note de la Grèce à CAA2, soit en zone de risque très élevé, tout près du défaut de paiement. Le FMI s'inquiète de la mauvaise santé des économies d'Amérique latine, et en particulier le Venezuela, l'Équateur et bien sûr le Brésil. L'institution s'attend à seulement 0,9% de croissance pour l'ensemble de la région cette année, le pire chiffre depuis 2002, mis à part la crise de 2009. La chute des cours des matières premières se fait durement sentir. L'investissement est passé d'une croissance moyenne à 2 chiffres en Amérique latine à tout simplement 0 croissance l'an dernier. Nous avons observé une réduction très importante des taux de croissance des investissements et des exportations en Amérique latine. Autre région, autre institution, la Banque mondiale entend bien doubler ses investissements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans les prochaines années. L'objectif est d'aider les pays situés autour de la Méditerranée à faire face à l'instabilité politique, sécuritaire qui met sous pression leurs économies. Nous discutons de nouveaux projets avec l'objectif d'aider la région arabe. Nous voulons doubler notre portefeuille dans toute la région. Au Liban, par exemple, il est de 1,1 milliard de dollars et nous voulons atteindre 2,3 milliards en 4 ans. En Tunisie, nous voulons passer de 400 ou 500 millions par an à 800 millions, voire 1 milliard. Allez, la suite de la tournée de Shinzo Abe aux États-Unis. Discours historique hier du Premier ministre japonais devant le Congrès à Washington. Les 2 pays semblent plus unis que jamais. Et dans la foulée, vous le voyez, Shinzo Abe a vanté les réformes qu'il mène depuis bientôt 2 ans et demi et son retour au pouvoir. Les fameux Abenomics, avec, dit-il, de vrais résultats en termes d'investissement. Mon but est de faire du Japon le pays le plus propice au business. Mes réformes ont amélioré l'attractivité du Japon. Depuis le changement de gouvernement, l'investissement direct étranger y a augmenté de plus de 10 fois. Voilà, et puis l'hommage en France des salariés de Michelin au lendemain de la disparition de François Michelin à l'âge de 88 ans, donc 47 passé à la tête du géant du pneu. Un grand homme pour de nombreux ouvriers qui saluent son action pour améliorer les conditions de travail. C'était quelqu'un de très important au sein de l'entreprise. Il a énormément fait pour développer et améliorer les conditions de travail. Et un coup d'œil à présent du côté de la Fed aux États-Unis. On le disait hier, croissance décevante pour le PIB américain au premier trimestre, plus 0,2% en estimation initiale. Et la Fed qui prend acte de ce coup de mou. Bonjour Eric Lewin, la question c'est celle de l'impact de cette fragilité sur le calendrier de la hausse des taux forcément.
Oui, mon cher David, ce que l'on peut dire de la réunion de la Réserve fédérale américaine, c'est qu'elle n'a pas apporté de renseignements particuliers quant à une future hausse des taux. Pour la Réserve fédérale américaine, le passage à vide de l'économie américaine est temporaire. Cela veut dire qu'il n'y aura sans doute pas de hausse de taux en juin, mais plutôt en septembre. Il faut dire que l'économie américaine ne cesse de ralentir. On a eu une croissance de 0,2% sur le premier trimestre. C'est assez faible alors que les économistes attendaient 1%. Alors en fait, cette réunion n'a rien donné. Il faut également souligner que l'euro a tendance ces derniers jours à remonter. On est sur des niveaux de 1,11 et finalement cela arrange bien l'économie américaine parce que les entreprises américaines à l'exportation vont pouvoir être beaucoup plus compétitives. Donc en résumé, une réunion qui n'a pas apporté grand-chose, une Fed qui ne s'est pas beaucoup exprimée et sans doute une hausse des taux au plus tôt en septembre, voire même en décembre d'après certaines estimations. Ouais, du retard en tout cas et de l'incertitude visiblement pour les marchés. Merci Eric. Et on se rend comme promis au sud d'Israël. L'été dernier, les 50 jours de conflit avec le Hamas ont bel et bien eu un impact quasi immédiat sur l'activité économique. Et depuis, les villes situées non loin de Gaza tentent de faire revenir la confiance et les touristes. L'espoir est accompagné par le soutien des pouvoirs publics, comme vous allez voir à Ashkelon. Reportage Shelby Weiner avec Anthony Lesme. L'été dernier, le sud d'Israël a subi de plein fouet la guerre à Gaza. En particulier les villes balnéaires comme Ashkelon, dont les économies dépendent du tourisme. Plusieurs entreprises ont fermé, faute de clients. En fait, lors de la première alarme en été, nous étions ici avec un couple. Nous leur servions le dîner et les roquettes ont commencé à tomber. C'était très gênant de rester ici avec les invités et nous espérons vraiment que cette année, nous serons en mesure de faire ce que nous voulons. Près d'un an après la guerre, alors que la saison touristique redémarre, la ville d'Ashkelon a mis en place un plan d'aide pour ces entreprises. Pour cet été, la ville se concentre sur le secteur touristique. La mairie a créé un nouveau pôle touristique à Ashkelon. Ils essaient de réunir tous les acteurs et de concentrer les offres afin d'amener plus de touristes et de leur donner des choses plus intéressantes à faire. Hôtels, restaurants et même parcs d'attractions aquatiques ont réuni leurs offres pour stimuler les ventes avec l'espoir de revoir un maximum de touristes cette année. Certains effets commencent déjà à se faire ressentir. Il y a un changement et une différence. Aujourd'hui, les gens sont plus détendus, plus dynamiques. Le carnaval ici était incroyable, surtout après ce qu'on a vécu l'été dernier. C'était très dur pour les enfants ici. L'atmosphère à Ashkelon est donc positive et pleine d'espoir. Les entreprises et les résidents sont prêts pour accueillir les touristes cet été. Le temps dira si l'économie rebondira pleinement un an après la guerre. En tout cas, au niveau national, la croissance est revenue en force. Fin 2014, plus 7,2% au quatrième trimestre. On accueille l'économiste Michael Gabaye. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. D'abord, revenons un petit peu sur l'impact économique du conflit d'été dernier. C'est surtout le sud d'Israël qui a été touché. Essentiellement le sud d'Israël, puisque de toute façon les attaques du Hamas étaient essentiellement dirigées vers le sud. Après, il y a des secteurs dans ces cas-là qui sont plus fragiles que d'autres. On peut penser par exemple à l'agriculture, où on est dans des champs qui sont ouverts, on ne peut pas se protéger. Le tourisme dans le sud aussi a été beaucoup touché. C'est vrai qu'il y a eu des grands élans de solidarité de la population israélienne pour aller justement faire ses achats dans le sud, ou favoriser, on a vu des grandes foires, entre guillemets, d'artisans du Sud venir sur Tel Aviv ou sur Jérusalem gratuitement pour exposer. Mais c'est vrai que c'est essentiellement ces secteurs qui sont des secteurs où c'est difficile de se protéger, où on a besoin d'une continuité. Mais à part ça, donc l'agriculture, vous l'avez dit, le tourisme aussi, l'immobilier aussi, l'investissement peut-être, il y a eu un impact pas vraiment, puisqu'il y a peut-être eu un ralentissement en termes de nombre d'opérations qui sont traitées pendant cette période, mais c'est évident parce qu'il y avait moins de monde en Israël de toute façon. Mais l'immobilier c'est beaucoup plus long terme. C'est pas 2 mois de conflit qui vont changer la donne de manière longue. Pas d'inquiétude pour l'investissement en tout cas. Pas pour l'instant. Ouais. Alors la réaction maintenant des acteurs économiques à ces développements. Globalement, l'économie israélienne a su surmonter cette crise. Est-ce que ça l'a même renforcé finalement quand on voit le score 7,2% de croissance au quatrième trimestre? Alors, en Israël, tant que le conflit il est circonscrit, il reste local, géographique, à la fois dans le temps et dans l'espace, on a ce qu'on appelle un report. C'est-à-dire qu'on va passer toute la croissance du troisième trimestre
est passé dans le 4e trimestre. C'est pour ça qu'on a eu un trimestre record. C'est un rebond mécanique pour vous? C'est plus un rebond mécanique. Maintenant, les chiffres depuis le début de l'année sont assez prometteurs. On est un petit peu dans la même veine, entre 3 et 3,4%. Après, ça dépend de la façon de voir les choses. Et il n'y a pas eu d'impact, ni positif, ni forcément négatif. On peut penser peut-être que la façon la vitrine entre guillemets technologique qui a été donnée à la technologie de défense israélienne. On l'a vu avec la bourse aussi, les valeurs qui sont maintenues. On pense à la bourse, on peut penser mais on peut penser aussi au secteur de la défense, Iron Dome, les systèmes antimissiles qui ont prouvé en temps réel leur efficacité, c'est un facteur de développement. Alors, en un mot pour finir, Moshe Carlon qui sera sans doute le prochain ministre des Finances, est-ce que ça va changer quelque chose dans la gestion du budget de l'État? Encore une fois, en termes de priorité, ça risque de changer beaucoup de choses. Carlon, c'est un ministre qui se dit en tout cas beaucoup plus social. Il a amené quelques réformes dans le passé, on pense à la réforme du cellulaire qui porte un peu son nom. Il veut amener d'autres réformes dans le secteur bancaire, dans la gestion des monopoles, dans plusieurs secteurs d'activité. On attend de voir quel impact il va donner, quelle va être sa signature sur ce prochain budget. Merci beaucoup Michael Gabay d'avoir répondu à notre invitation. Allez, on prend la direction du nord de l'Europe et la tension qui monte au Royaume-Uni. David Cameron à droite, à gauche Ed Miliband. Mais à une semaine d'élections générales qui s'annoncent plus serrées que jamais, la question des inégalités apparaît comme l'un des thèmes majeurs de cette fin de campagne. Car si Londres affiche l'une des croissances, on sait, les plus fortes en Europe, le recours d'un nombre croissant de Britanniques à l'aide alimentaire a de quoi inquiéter. Reportage à l'extrême sud de l'Angleterre. Un paysage typiquement anglais. Les Cornouailles, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, célèbres pour des plages parfois ensoleillées et des maisons de vacances hors de prix. Mais à quelques kilomètres dans les terres, la réalité est tout autre. C'est une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni. Steve a emménagé ici pour fonder une famille, mais 9 ans plus tard, il n'a pas trouvé de travail et élève son enfant seul avec de maigres allocations. Depuis que les conservateurs, enfin le gouvernement de coalition est au pouvoir, les choses ont empiré. Je ne dis pas que le gouvernement précédent était parfait, mais dès que David Cameron est arrivé au pouvoir, tout a commencé à se dégrader. L'allocation chômage de Steve a été suspendue pendant 5 semaines quand son conseiller Pôle emploi a refusé de changer la date de son rendez-vous. C'est là que Steve a dû se tourner vers une des nombreuses banques alimentaires du pays, toutes financées sur des fonds privés. Aujourd'hui, il est lui-même bénévole et a découvert que, comme lui, des milliers de personnes avaient vu leurs allocations coupées du jour au lendemain. On ne peut pas survivre comme ça. Il faut payer le loyer, le gaz, l'électricité et le chauffage central. On n'a pas d'autre choix que de venir ici et de demander de l'aide. Quand cette association a été mise en place en 2009, en pleine crise financière, elle fournissait 140 repas par mois. Aujourd'hui, elle en sert 10 000. Les Cornouailles sont loin d'être un cas isolé. Selon la Fédération des banques alimentaires britanniques, le nombre de personnes dépendant de l'aide alimentaire a augmenté de plus de 200% en 2 ans seulement. Quand nous avons commencé, nous étions là pour donner un coup de pouce en cas de pépin. Si leur voiture était en réparation ou qu'il y avait une grosse facture à payer, par exemple, on pouvait aider les gens dans ces moments difficiles. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. C'est presque devenu un mode de vie. Les mines des Cornouailles ont fermé à la fin des années 80. Depuis, la plupart des emplois qui restent sont saisonniers ou en dessous du salaire minimum. Ici, le salaire moyen est 5 fois plus bas qu'à Londres. Il y a quelques années, il y a eu une crise financière et je comprends très bien qu'il faille régler ce problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment qu'aucun parti politique ne propose quoi que ce soit pour régler le problème de l'inégalité. Et il me semble qu'il suffit de regarder les chiffres pour voir qu'il a empiré au cours des dernières années. Le 7 mai, les Britanniques voteront pour élire leur prochain Premier ministre. Les travaillistes promettent de réduire les inégalités, les conservateurs tentent de surfer sur leurs bons résultats économiques. Mais ici, l'avenir reste sombre pour beaucoup. La croissance d'un côté, mais toujours ce défi des inégalités de l'autre. Allez, le Media Watch tout de suite. La revue de presse, et on va parler d'abord de vin. La Chine s'invite plus que jamais sur ce marché. Jute, bonjour Léa Volbert. Bonjour. Alors comment l'Empire du Milieu est devenu le 2e vignoble mondial? Racontez-nous. Alors effectivement, c'est une nouvelle assez surprenante qui est révélée cette semaine par l'Organisation mondiale de la vigne et du vin. Le 2e vignoble du monde, derrière l'Espagne mais devant la France, eh bien c'est la Chine. Alors nous ne sommes pas forcément coutumiers du Merlot, du Cabernet Sauvignon chinois. Et pourtant, la Chine, c'est près de 800 000 hectares
hectares de vignes. Alors pas de confusion, la Chine accueille les plus grandes surfaces de vignes, mais pour autant la France reste le premier producteur mondial de vin avec près de 47 millions d'hectolitres produits en 2014. Mais en 10 ans, la France a perdu environ 10% de surface plantée alors que la Chine, elle, évolue lentement mais sûrement dans le secteur. En 2000, la Chine, c'était 4% des vignes mondiales. Aujourd'hui, c'est près de 11%. Ouais, c'est assez spectaculaire. Vous nous parlez aussi là rapidement de cette déconvenue pour Ryanair. Exactement. Alors, c'était l'affaire de quelques secondes uniquement, mais quelques secondes qui ont coûté cher, très cher à la compagnie aérienne. 5 millions de dollars, soit environ 4,5 millions d'euros. Se sont tout bonnement volatilisés pour la compagnie aérienne low cost. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup Léa Volbert. À très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient très vite sur i24 News et l'information continue. Restez avec nous.